Je vais chercher une rallonge. Oui, mon Internet n'est pas extraordinaire. Bon, c'est pas grave, c'est pas toi qui parles. Non, c'est chez moi. Je fais des lichements. Attends, je vais. Bon, allez, ça y est, Nadine, quand tu es prête. Bon, bah, écoutez, il est. Allez, il est 34 là. 32. C'est ton pote, Raphaël Cohen, qui est là? Ah, mais non, c'est Rosine. C'est Rosine. Bonsoir. C'est Rosine. Bonsoir. Bonsoir, Rosine. Mais on ne te voit pas, Rosine. On ne voit pas. Je Non, vous on te demande voit 30 pas. secondes, il faut que je trouve une rallonge. Alain, où Aïe, aïe, est-ce qu'il y a aïe, une aïe, aïe. rallonge? Bon, écoutez, normalement, on commence à peu près à l'heure, mais là, on va attendre Nadine. Alors, pendant que. D'abord, il faut que tu fasses les 3 coups. Hein, faut que tu sonnes. Oui, je vais bientôt vous couper la parole. Mais bon, vous voudrez bien excuser Marc qui a une réunion en ce moment et Il qui est bien représenté. et dès qu'il aura fini sa réunion, il se connectera. Donc, Judith, tu as eu mon message? Oui, j'ai eu ton message, j'étais dans le ah train. ben voilà, Marc, Bravo, hein? Bonsoir Marc. ben, super. Salut Marc. Salut Judith. Je te mets la vidéo. Toi qui participes pas, moi. Je voudrais bien rebrancher ma tête. Non, je ne te vois pas, je te mets face à l'écran. Dis, on te voit. Bonjour Sylvie. Ah, Sylvie. Salut. Voilà, comme ça tu vois l'écran, c'est plus sympa. Tu vois l'écran, Brigitte? Marc, tu prends la main? Oui. Ou Sylvie? Non, je te Sylvie. laisse, Non, Janine. non, vas-y. Non, Sylvie, c'est Sylvie qui est la plus responsable du truc. Est-ce qu'on Allez, coupe vas-y, les Sylvie. micros à tout le monde? Alors, Il faut couper les vos micros, je vous les coupe. Bonsoir tout le monde. Je t'en prie, Marc, vas-y. Non. Bon, vous n'allez pas vous faire des politesses quand même. Alors, Non, Sylvie, vas-y. alors, j'ai pas vu tout le monde. Bonsoir à Ben. tous. Pardon. Non, attends. Sylvie, il faut que tu remettes ton micro. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir à tous. Et je vois pas Nadine, je vois Thierry. Nadine cherche une allonge pour ne pas être coupée. Sylvie, j'ai encore fait une bêtise. Sylvie, tu remets le micro, s'il te plaît. Merci beaucoup d'être là à ce club lecture. On a eu envie de vous proposer de parler de dynastie. Et aussi bien cette séance que la précédente, finalement, s'inscrit dans des questions de transmission. Et on s'est dit qu'on vous le propose, que ça pourrait être notre thème, notre fil rouge pour la suite des opérations, des événements, à savoir parler de transmission d'une façon ou d'une autre dans ce club lecture. Mais on pourra aussi aborder d'autres sujets. Alors, ce que je vous propose, étant donné que Jean-Jacques est là, c'est de commencer par Jean-Jacques, le temps que Nadine puisse nous rejoindre. Thierry, ça va? Ou Nadine est prête? Comme vous voulez. Non, ils ne sont pas ensemble, Sylvie. Ah, ils ne sont pas ensemble, d'accord. C'est vrai. Mais je ne vois pas Nadine, hein? Je ne la vois pas. Mais Nadine cherche son fil. D'accord. Marc, tu as lancé l'enregistrement? Bon, ok, alors je passe la parole à Jean-Jacques directement. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui. Ce n'est pas prévu comme ça, mais je pense que ce n'est pas trop gênant. Alors, déjà, je dois vous dire, je vais m'adresser à Janine. Premièrement, vous connaissez tous sa gentillesse proverbale et je lui ai annoncé que je parlerais peut-être un tout petit peu plus longtemps que prévu, mais j'ai 5 siècles à résumer en un quart d'heure, 20 minutes, ce n'est pas évident, mais on va y essayer. Maintenant, je voudrais aussi dire que si ça ne vous paraît pas intéressant ce que je dis, ben c'est de ma faute. Si par contre, le sujet ne vous paraît pas intéressant, c'est de la faute de Janine, parce que c'est elle qui me l'a proposé, imposé. Je n'avais pas du tout l'intention de présenter ce livre. Voilà. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien, quelques préliminaires sur le sujet lui-même et sur le livre. Alors, le sujet, je vous pose une question. Vous savez que j'aime bien poser les questions quand je fais une conférence ou un cours.
j'ai le sentiment quand même que la famille Gainsbourg est méconnue. Alors, est-ce que parmi vous, avant d'avoir entendu parler de cette soirée, vous connaissiez plus ou moins l'histoire de la famille Gainsbourg? Qui était au courant? Alors, je connais le nom, mais je ne connais pas l'histoire. Oui, c'est vraiment, je pense, j'espère vous prouver à la fin que c'est un sujet méconnu qui mérite d'être un petit peu creusé. Alors, l'ouvrage lui-même, je tiens aussi à le dire, et c'est pour ça que c'était mon introduction, c'est pas un roman, c'est pas un article de Stéphane Bern, c'est un livre universitaire, donc un peu ardu, non pas par le style, qui est tout à fait limpide, mais par le sujet lui-même et le travail qui a été fait dans les archives. On a des pages complètes de noms de famille, d'arbres généalogiques qui nous font penser en ce moment à l'actualité de Kriyat HaTorah. Je ne sais pas, ceux qui aiment bien lire les listes de Kriyat HaTorah seront ravis, les autres peut-être un petit peu moins. Donc, en fait, je crois que c'est un livre qui mérite d'être dans une bibliothèque. Il est divisé en nombreux chapitres, il y en a 39, de quelques pages. On arrive quand même à 500 jusqu'au bout, mais on peut le prendre comme un livre auquel on fait référence plutôt que quelque chose qu'on commence au début et qu'on termine à la 500e page, sauf si on est intéressé particulièrement par l'histoire juive. Voilà, ça c'est pour le bouquin. Maintenant, l'auteur, je ne sais pas, on ne me voit pas, là, c'est pas grave, mais je ne me vois pas. Bon. On m'entend? Si, on te voit, on te voit. On me voit. Bon. Mais moi, ce n'est pas la peine que je me vois. Merci. On t'entend. On te voit et on t'entend. Ok, on m'entend. Alors maintenant, l'auteur. Un mot sur l'auteur. Elle s'appelle Lorraine de Meaux. Elle est historienne, professeure à la Sorbonne, une jeune femme, agrégée d'histoire, docteur en histoire russe. Et d'après tout ce que j'ai pu vérifier, et je l'ai rencontrée, je crois qu'elle n'a absolument aucun lien avec le judaïsme, ni dans des antécédents, des ancêtres, des conjoints, des gens de sa famille. Elle n'en a aucun. Et elle a probablement décidé de faire cette recherche et d'écrire ce livre parce qu'elle a publié comme en co-autrice, comme on dit aujourd'hui, d'un gros bouquin dans la collection bouquin précisément sur Saint-Pétersbourg. J'imagine que c'est en travaillant sur l'histoire de Saint-Pétersbourg qu'elle a trouvé que la famille Gainsbourg méritait une étude. Un dernier élément biographique la concernant, elle a du yichus, comme on dit chez nous, un mot qu'elle utilise une fois dans son livre lui-même en parlant des familles Gainsbourg. Elle a du yichus puisqu'elle n'en fait pas du tout état, mais elle est quand même la fille de Daniel Rondeau, qui est écrivain, membre de l'Académie française et qui était récemment l'ambassadeur de France à Malte. Mais ni l'un ni l'autre ne parle de cette relation. Voilà pour la présentation. Encore un dernier mot avant de parler du bouquin. Nom, Lucien Gainsbourg, qui est mieux connu par son deuxième prénom, Serge, n'est pas de la famille. Tout le monde pose la question. Non, Serge Gainsbourg n'est pas de la famille. On en reparlera à la fin, mais il n'est pas de la famille. Voilà. Alors venons-en au livre. Alors le livre s'ouvre sur le personnage de Joseph Herzl Gainsbourg, qui est présenté comme le patriarche de la lignée. Le deuxième prénom est un peu étrange, Herzl, c'est en fait la russification puis la francisation du prénom Joseph, Josel, qui était celui de son grand-père. Nous prenons connaissance dans le livre avec Joseph, je l'appellerai comme ça, par la suite, lors de son installation à Paris. Il s'installe à Paris en 1857, sans quitter pour autant Saint-Pétersbourg où il s'est installé. Il vient à Paris à l'automne
de cette année, et son arrivée ne passe pas inaperçue. Il s'installe d'abord dans ce qui était le premier palace parisien, l'hôtel des Trois Empereurs, rue de Rivoli, qui avait déjà un ascenseur, un omnibus, enfin c'était le grand luxe. Petite parenthèse, j'en ferai peut-être d'autres aussi, je n'ai pas réussi à trouver la moindre trace sur Internet de cet hôtel des Trois Empereurs. Alors si quelqu'un la trouve à un moment, je serais ravi qu'il me l'envoie. Donc, ça n'est pas passé inaperçu, et là je cite Madame l'auteur du livre. Outre sa femme Rosa et leurs 5 enfants, le voyageur est accompagné d'une suite pléthorique composée de ses collaborateurs pour les affaires, de toute une domesticité indispensable, hommes de confiance, secrétaires, précepteurs, nourrices et nurses, cochers, dames de compagnie, valets de chambre et bonnes, tout ça au pluriel, sans oublier un shochet, responsable de l'abattage des animaux et garant du bon respect de la cacheroute. Donc, entre Saint-Pétersbourg et Paris, quand ils sont en France, ils ont loué des suites, des étages de cet hôtel rue de Rivoli. 10 ans plus tard, donc en 1867, Joseph achète 2 terrains face à l'Arc de Triomphe pour y édifier l'hôtel Gainsbourg. Alors là, en principe, Madame Rivelyne devrait avoir 2 photos à vous présenter. Ça marche ou ça ne marche pas? Voilà. Non, ce n'est pas celui-là. Ça, c'est l'autre, on en parlera plus tard. C'est les 2 premières. Donc, c'est pas mal. On n'entend plus Jean-Jacques. On n'entend plus. Ça lui a coupé le sifflet. Voilà, vous le voyez d'un côté, sur la rue de Tilsit, et de l'autre côté, on va y arriver, qui donne sur l'Arc de Triomphe. Dans cet hôtel, on a des réceptions, des bals, des salons. C'est vraiment un point fondamental dans la high society parisienne. En particulier, voilà, c'est l'autre côté ça a été pris, la photo a été prise dimanche, donc ça existe encore. Si vous passez par là, vous pouvez regarder, c'est le plus bel hôtel pratiquement de toute la place de l'Étoile. Voilà, alors, Joseph et sa femme ont 5 enfants, Alexandre, Horace, Oury, Mathilde et Salomon. Vous voyez déjà, je n'insisterai pas, mais c'est toujours intéressant dans ces familles de voir qui porte ou qui on appelle par le prénom juif, comme Oury ou Salomon, qui on appelle par le prénom russe, comme Alexandre, et qui garde un nom francisé, comme en l'occurrence Horace. Joseph, quand il arrive à Paris, a bien l'intention d'établir une dynastie, ce qui implique une véritable stratégie matrimoniale qui est faite d'alliances avec d'autres familles juives du même milieu social et qui entraîne aussi de nombreux mariages consanguins entre cousins germains d'une génération à l'autre. Alors, ça n'a pas toujours été sans poser des problèmes médicaux. Mais dans la société d'où est extrait Joseph, et on en reparlera un petit peu tout à l'heure, le rôle de faiseur de mariage était attribué bien entendu au chatran. C'était son métier, c'est lui qui présentait les gens. Quand on arrive à la génération de Joseph Gainsbourg, le chatran est remplacé par la matriarche. C'est maman qui s'occupe de trouver
un bon parti pour ses enfants. Peut-être là aussi, si on veut faire une référence à nos lectures hebdomadaires, retrouve-t-on l'exemple de Sarah ou de Rebecca, qui elle aussi avait un certain rôle dans la famille. Mais résultat, près de 2 siècles plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, on trouve dans l'arbre généalogique le véritable who is who du judaïsme européen. Alors je vous cite quelques-unes, enfin la plupart des familles qui ont été liées par mariage au Gainsbourg: les Fuld, les de Hirsch, Warburg, de Rothschild, Ephrussi, Bischofsheim, Deutsch de la Meurthe, Gradis, et plus tard Sassoon, Bronfman, Leven, Goldschmidt, Alphen et von Gutmann. C'est quand même pas mal hein, comme réussite pour la dynastie. Il faut aussi souligner que les familles nombreuses ne sont pas rares, ce qui facilite beaucoup le développement des branches de l'arbre généalogique. Comme on peut s'en douter, le côté romantique de ces unions n'est pas la priorité. Lorraine de Meaux écrit avec beaucoup de délicatesse: les hommes ont leur sociabilité propre où plaisir et affaires sont astucieusement mêlés. Autrement dit, courtisanes et maîtresses officielles, parfois d'ailleurs les mêmes, ont leur place dans la vie sociale de ces gens-là. Parmi ces demi-mondaines, comme on les appelle, la plus célèbre est la païva. Là, Madame Rivlin peut montrer les photos que je lui ai envoyées. La païva, est-ce que vous connaissez la païva? Oui. C'est une danseuse très célèbre. Non, elle ne dansait pas, enfin peut-être dans le privé, mais elle faisait d'autres choses. Non, c'est pas ça, l'hôtel de la Païva. Ça vous dit que non plus? Non, non, c'est pas grave, on va finir par la trouver. L'hôtel de la Païva, quelqu'un sait où ça se trouve? C'est un hôtel, le plus bel hôtel ancien. Au bas des Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, sur le côté exactement. droit en descendant. Au 27 des Champs-Élysées, au 25 des Champs-Élysées. C'est un hôtel qu'on peut visiter. Parfois, il y a des visites. Alors ça, c'est le premier hôtel qu'elle avait avant d'être aux Champs-Élysées. Un de ses bienfaiteurs, mari, amant, lui avait fait construire. Ça se trouve rue Saint-Georges. C'était le premier hôtel. Mais il ne s'appelait pas encore de la Païva parce que la Païva, ça va être le nom du dernier donateur. On appelait d'ailleurs l'hôtel de... Est-ce que vous savez comment on appelait l'hôtel de la Païva? Il était surnommé, quand on y paye, celui qui paye, y va. Et donc, on a aussi fait remarquer que la construction avait été terminée quand le trottoir avait été installé. Alors, on peut penser que la famille Gainsbourg n'a pas été insensible à ses charmes, en particulier. Non seulement parce qu'elle était la plus connue, mais pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi la famille Gainsbourg n'était probablement pas insensible aux charmes de la Païva? Parce qu'elle était russe. Pardon? Parce qu'elle était russe. Non. Oui, enfin non, elle n'était pas vraiment russe. Elle s'appelait Esther Pauline Blanche Lachmann. Ah, parce et elle était née de parents juifs polonais dans la zone de résidence. Donc, je me suis posé la question de savoir si, dans certaines circonstances, ils parlaient ensemble en yiddish. Je n'ai pas pu vérifier. Mais... les Gainsbourg ne parlaient certainement pas le yiddish. Si. Les gens qui habitaient dans la zone de résidence, en général, parlaient le yiddish. Bon. Alors, un petit mot pour conclure ce chapitre à propos de Rosa, donc la maman. Voilà, ça c'est l'hôtel qui est... On n'a pas de bonne photo parce que vous pouvez le privatiser avec le restaurant pour fêter une bar mitzvah ou autre chose. C'est à votre disposition. Ça a l'air magnifique à l'intérieur. Ça a été complètement restauré il y a quelques années. Alors, un petit mot pour conclure ce chapitre à propos de Rosa, donc la maman, qui est tiré d'un manuscrit de sa petite fille, Louise Fuld, qui écrit: les vendredis, quelques minutes avant le coucher du soleil, Rosa allumait les bougies de Shabbat rue de Tilsit. Louise Fuld s'en rappelle.
Elle est restée strictement fidèle à ses habitudes de Russie sans vouloir s'adapter à son nouveau milieu français, bien que les usages d'une petite ville juive de Podolie ne puissent concorder avec la vie parisienne. Si, dans le cercle privé, les Günzburg vivent dans le respect de la religion juive, les mondanités impliquent de nombreux écarts, jugés sévèrement par Rosa, comme le signale sa petite fille. Elle prenait ses repas dans son appartement et ne pouvant aller au temple à pied le samedi et les jours de fête, elle les passait en partie en prière. Vous voyez comment c'est intéressant de voir, puisqu'on va parler beaucoup de l'assimilation ou de l'intégration, les problèmes qui se posaient déjà à ce moment-là. Je voudrais encore citer un mot sur son aîné, son fils Alexandre. Ça amènera peut-être quelques souvenirs à certains. Alexandre, quand il a 7 ou 8 ans, n'aimait pas les leçons de Talmud que lui donnait à domicile un Melamed à longue barbe. Cette occupation l'assommait, surtout que le savant ne se retenait pas de dormir pendant que lui répétait sa partie par cœur. Un beau jour, il trouva le moyen de se venger de celui qu'il considérait comme son tortionnaire. Profitant du sommeil de celui-ci, qui appuyait son menton sur la table et y avait étalé sa barbe en éventail, il prit de la cire à cacheter et cacheta la barbe sur la table. Vous voyez, les enfants n'aimaient pas nécessairement déjà les leçons de leur Melamed en Gemara à cette époque. Voilà pour les premiers chapitres. Ensuite, Lorraine de Meaux fait une entorse chronologique. Elle revient dans le chapitre 7, qu'elle intitule Rabbin de Souabe et de Lituanie, à la filiation de Joseph, qui a, dans ses ancêtres, 15 générations de rabbins. Il faut bien noter que le titre de rabbin n'est pas lié à une fonction. On reçoit le titre de rabbin quand on a fait des études en yeshiva pendant suffisamment d'années, et beaucoup de rabbins faisaient en fait du commerce, mais c'était un titre un peu honorifique. Mais malgré le fait que ce n'était pas une vocation communautaire, toutes ces familles, et là ça nous rappellera un certain nombre de choses que nous connaissons aussi, tenaient beaucoup à affirmer que parmi leurs ancêtres, il y avait les plus grandes sommités rabbiniques. Ils prétendaient que le Maharal de Prague en était une, mais on n'a pas d'attestation précise. Mais par contre, ils étaient liés au Remo, Moshe Isserles, le commentateur du Shulchan Aruch, et au Gaon de Vilna, n'est-ce pas? Là, on va retrouver des familles proches de cette soirée, mais la filiation avec le Gaon de Vilna passait par un neveu du Gaon qui avait épousé une aïeule de Joseph. Donc, ce n'est pas nécessairement de père en fils qu'on peut se recommander du Gaon de Vilna, contrairement à ce qui se passe dans notre communauté. Alors, maintenant, il faut dire un mot sur le contexte historique dans lequel nous nous trouvons. Je vous ai parlé de la zone de résidence pour les parents de la Païva, mais cette zone de résidence qui comprenait à cette époque, donc vous savez que c'est la partie, disons, ouest de l'Empire russe, à certaines époques, abritait 5 millions de juifs, ce qui représente 40% du judaïsme mondial. C'était l'endroit au monde où il y avait le plus de juifs. Alors, légalement, les juifs n'avaient pas le droit d'habiter dans les grandes villes, ne pouvaient pas aller ailleurs, mais ça a été légalisé par Catherine II, par un oukase du 23 décembre 1791. Je répète, 23 décembre 1791. Que s'est-il passé un mois plus tôt? Messieurs, dames, les historiens. Eh bien,
le 13 novembre 1791, Louis XVI ratifie la loi déclarant les Juifs des citoyens français à part entière. En fait, les citoyens français jusqu'à cette époque, dans des conditions quand même plus agréables, vivaient dans une forme de zone de résidence. Ils pouvaient habiter Bordeaux, Saint-Esprit, les États du Pape, l'Alsace, mais ne pas s'installer ailleurs, sauf exception. C'est un peu le même système. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on peut penser que les Juifs russes avaient une certaine jalousie par rapport à ce qui se passait en France, jalousie ou espoir, ce qui explique le départ de la famille, en tout cas partiellement, à Paris. La France était, rappelez-vous quand même, ça a été un peu plus tard l'expression, mais le pays où Dieu est tellement heureux. Glücklich wie Gott in Frankreich. Eh bien, revenons directement à la famille Gainsbourg, en particulier par le second fils, non pas Alexandre qui n'aimait pas tellement son Melamed, mais Horace, qui avait été désigné comme l'héritier de la banque et des affaires. C'est lui qui a dirigé la maison Gainsbourg. Il a, entre autres, et là je demande à Madame Rivlin de bien vouloir mettre le blason, il a été nommé, il a eu le titre de baron de la part du prince de Hesse, c'est-à-dire c'est un titre allemand qu'un peu plus tard, le tsar a accepté de reconnaître également comme un titre russe. Ils ont choisi un blason avec deux armures et une riche surmontée de 3 abeilles, avec comme devise, il en fallait une, Laboremus, c'est-à-dire travaillons. Et évidemment, les abeilles et la ruche étant un des symboles du travail. Horace, je vous parlais de familles nombreuses, Horace aura 11 enfants et sa femme, Anna, mourra en donnant naissance à la dernière fille, qui sera bien entendu prénommée Anna. Parmi ces 11 enfants, je voudrais simplement dire un mot de David. David Gainsbourg était un savant orientaliste qui a consacré toute sa vie à l'étude du judaïsme ancien, du Proche-Orient et surtout à constituer une bibliothèque de 35 000 ouvrages. Il avait déjà hérité d'une belle bibliothèque de son père et de son grand-père, mais il a terminé avec 35 000 ouvrages. Après sa mort, il y a eu une négociation avec le JTS, le Jewish Theological Seminary de New York, qui a une magnifique bibliothèque, pour l'achat de la bibliothèque Gainsbourg, et ça a chopé en 1917, au moment de la Révolution, les Russes ont décidé de nationaliser cette bibliothèque. Alors, ce qui est assez intéressant et plutôt sympathique, c'est que exactement 100 ans après, en 2017, donc il y a 3 ans, il y a eu un accord de numérisation avec la Bibliothèque nationale d'Israël qui fait que tous ces ouvrages, ces manuscrits, Judith, tu fais attention, il y a des manuscrits qui vont arriver à Jérusalem, donc il y aura du travail pour les gens les paléographes. David était l'exemple même des gens qui ont réussi à demeurer en plein dans le judaïsme. Je passe maintenant, parce que le temps est quand même compté, sur les péripéties des différents membres de la famille Gainsbourg, depuis David jusqu'à nos jours. Alors, évidemment, il y a des grandes dates. Horace et ses enfants ont créé l'Ort. Ils ont construit la synagogue de Saint-Pétersbourg. Ils étaient des mécènes qui ont aidé Marc Chagall, qui était de
qui était la même ville que la ville de naissance de Joseph. Ils ont aidé les ballets russes de Diaghilev et aussi Ansky, qui est donc l'auteur du D-Book, mais qui était ethnologue, qui a réussi à aller dans de nombreux shtetl pour garder les documents, les témoignages, grâce à l'argent des Gainsbourg. Ensuite, vous vous en doutez, on pourrait s'arrêter à leur réaction à ce qui se passait dans le monde à cette époque, les pogroms, la révolution bolchevique, la guerre de Crimée, puis la guerre de 70, celle de 14-18, les prémices du sionisme et la Shoah. On peut aussi ajouter pour l'anecdote que Aline de Gainsbourg a été championne de France de golf en 1934. J'en arrive donc aux contemporains, une incursion dans les contemporains. J'ai choisi 3 branches de la famille. L'une est évoquée longuement par Lorraine de Meaux, les 2 autres ne sont pas cités parce que souvent ils sont trop contemporains. Je les ai choisis parce qu'il m'a été donné d'une manière ou d'une autre d'avoir un contact à un certain moment avec les 3 branches. La première branche, c'est celle de Jean de Gainsbourg. Il y en a sûrement parmi vous qui le connaissent ou qui l'ont connu. Il a habité longtemps à Auteuil, il a gardé d'ailleurs un pied-à-terre à Paris, il en a à New York, il en a en Provence, mais officiellement, il est parti s'installer à Londres. Il a été, je crois, président, en tout cas membre du comité de l'Orte. N'oubliez pas que l'Orte, c'est une affaire familiale. Et il est surtout célèbre, je ne sais pas s'il faut le dire aujourd'hui, si c'est bien vu ou pas, il est célèbre parce qu'il a épousé en 2e noces Terry Cohen, née au Caire, et qui est connue comme la créatrice de la branche cosmétique et parfumerie by Terry. Alors, je vous confie un secret, ne le répétez pas, mais Janine ne le savait pas qui était by Terry quand je lui ai posé la question, mais je suppose qu'il y a parmi les dames qui écoutent un certain nombre d'entre elles qui savent qui est by Terry. Elle est aussi la sœur d'Ilan Durand-Cohen, qui lui est né en Israël et qui est à la fois cinéaste et écrivain, qui vient de sortir un livre il y a 15 jours. Et puis son autre sœur est Aliza Jabès, qui est le PDG, la PDG, je ne sais pas ce qu'il faut dire, de Nux, qui est aussi une marque connue dans le domaine de la parfumerie et de la cosmétique. Alors, on peut faire une toute petite parenthèse pour remarquer qu'il y a quand même une tradition dans ce type de milieu juif qu'on retrouve chez Helena Rubinstein, mais qui n'a pas été très active dans le monde juif. Et aujourd'hui, n'oublions pas la famille Lauder, dont l'un des descendants est aujourd'hui, depuis de nombreuses années, le président du Congrès juif mondial. Donc là aussi, on retrouve ces familles qui ont gardé un lien très fort avec le judaïsme. Ils ont aussi les deux, les Rubinstein, comme les Lauder et comme la famille de Jean de Gainsbourg en particulier, ils sont des très grands collectionneurs d'art de différentes époques. Pour les Gainsbourg, c'est l'art contemporain. Pour Lauder, c'était l'art viennois. Mais donc, c'est une tradition qui demeure dans la famille. Voilà pour Jean de Gainsbourg. La deuxième famille, là, je suis certain que beaucoup d'entre vous les connaissent ou les ont rencontrés. Alors, il y a Vladimir, qui était, lui, le directeur général de l'Orte, encore une fois, qui habite Genève, son frère jumeau, Jean. Oui, mais il s'appelle Alperin, il ne s'appelle pas Gainsbourg. Il s'appelle Alperin, oui. Il s'appelle Alperin parce qu'il y a eu un mariage, c'est là par les femmes qu'il y a eu la descendance, et il s'appelle donc Alperin. Le troisième étant Horace Alperin, qui lui était banquier parisien, est mort relativement jeune, et j'imagine, je n'ai pas vérifié, mais là il y a des gens plus qualifiés que moi, qu'il a dû être membre
de l'Acti, parce qu'il habitait dans le quartier et surtout parce que sa veuve et sa fille, Béatrice, ont été à un certain moment actifs dans notre communauté. Mais le plus connu de cette fratrie, c'est un descendant que tout le monde, je suppose là, tout le monde a entendu parler, Joël Dicker, le jeune romancier qui a écrit La vérité sur l'affaire Harry Kéber, le livre des Baltimore, l'énigme de la chambre 622. Et assez étonnamment, quand on regarde Wikipédia à son sujet, on nous dit qu'il est le fils d'une libraire genevoise, donc la fille de Vladimir Alperin, et d'un professeur de français, et l'arrière-petit-fils de l'homme politique Jacques Dicker, juif russe, naturalisé suisse. C'est quand même assez étonnant de voir qu'on parle de la famille paternelle et qu'on laisse de côté la famille maternelle. J'ai regardé sur Wikipédia en anglais, qui est souvent plus riche, surtout dans les domaines des ascendants religieux, pas un mot. Joël Dicker was born in Geneva, Switzerland, et en hébreu, on a la même chose. Joël Dicker nolad בג'נבה בין לאם בעלת חנות ספרים ואב מורה לצרפתית. Donc on a bizarrement effacé cette relation au judaïsme, ajoutant quand même que Joël Dicker a participé il y a quelques années à une manifestation de souvenirs dédiée à Jean Alperin et qu'il a pas du tout nié qu'il s'adressait, enfin qu'il parlait de son arrière-grand-oncle, de son grand-oncle. Voilà pour la deuxième partie. Alors la troisième et dernière partie de la branche contemporaine, celle dont Madame Lorraine Demeaux parle, c'est la famille de viennoise. Alors c'est une histoire qui, elle, mériterait un livre aussi, probablement aussi une série sur Netflix. Alors, elle commence par Mathilde de Gainsbourg, qui avait un surnom qu'on utilise systématiquement, qui est Babita. Alors, Babita épouse Ludwig von Gutmann, encore un pauvre monsieur, qui est le fils du roi du rail autrichien, c'est-à-dire qui a créé les chemins de fer d'Autriche, et Babita fait son entrée dans l'une des familles juives. Pardon? J'entends mal, qu'est-ce qu'on me dit? Pardon? Jean-Jacques continue, c'est quelqu'un qui est venu et qui avait laissé son micro. D'accord. Donc, Babita épouse un homme très riche, comme il se doit dans la famille. Ils habitent le palais Gutmann de Vienne et sont en villégiature très souvent dans leur maison de Baden. Alors, le palais Gutmann de Vienne, à côté de ce palais, l'hôtel des Gainsbourg à l'Étoile paraît une maison de campagne. Ça a été aussi vendu, c'est devenu le siège de la Commission européenne. Et semble-t-il, mais je n'ai pas réussi à le vérifier, une partie a été reprise par l'hôtel Ritz de Vienne. Babita a eu 9 enfants. Alors là, je vous cite un petit passage du livre de Lorraine Demeaux, sans faire de commentaires. Généreuse et joyeuse, elle fut incapable d'élever rigoureusement ses 2 fils et 6 filles, qui eurent pour beaucoup des vies, sinon dissolues, du moins mouvementées. Je n'ai pas essayé d'aller plus loin, donc elle parle de ses 2 fils et de ses 6 filles. Reste la dernière, la plus jeune, Lucia, dite Luti, qui épouse Kurt Ippen. Alors Kurt Ippen est un protestant, mais de fraîche date dans la famille, qui était juif, et qui lui avait une entreprise de mobilier en fer, ce qui était une révolution pour l'époque. Bureau, coffre-fort, et il était le fournisseur de toutes les administrations viennoises. Est arrivé
à Vienne, est arrivé à Vienne l'un des maires qui a été connu pour son... Attendez, excusez-moi, là j'ai un petit problème de zoom, ça arrive, voilà, et qui a été donc l'un des maires, le premier maire carrément antisémite. Et donc, il a été voir M. Ypen et lui a dit, écoutez, si vous voulez continuer à avoir l'exclusivité et à nous fournir un mobilier, vous devez divorcer de Mme Gutmann. Il a refusé. Il faut savoir que ça va avoir une certaine importance. Les deux époux se sont rencontrés dans un club hippique, qui est leur passion commune. Ils auront 2 enfants. Ruth, née en 1924, qui sera élevée dans le judaïsme, et Hans-Peter, né 2 ans plus tard, qui sera élevé dans le protestantisme. On est en 1926 et M. Kurt Ypen pense qu'il ne faut pas faire en sorte que son fils soit circoncis et apparaisse comme juif. C'était quand même une vision un petit peu prophétique quelque part. Ils ont donc 2 enfants et en 1939, ils s'installent à Nice pour être près de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Hans-Peter s'inscrit au lycée catholique, qui passe donc du protestantisme au catholicisme, et demande 2 ans plus tard le baptême. Il va rester dans le monde hippique jusqu'en 1979, où il entre à la Trappe sous le nom de frère Jean-Pierre. Alors, l'histoire de cette famille pendant la guerre est absolument invraisemblable. Entre les certificats d'arianisme qui étaient vrais, en quelque sorte, pour le père, la conversion du fils, eh bien, ils ont réussi à passer entre les filets, et plus que passer entre les filets, ils étaient à Nice, où celui qui s'y trouvait souvent s'appelait Aloïs Brunner, le pire des nazis par rapport au nombre de juifs qu'il a réussi à assassiner dans les pays où il est passé. Et par l'intérêt qu'il avait lui aussi pour les chevaux, il a laissé toute la famille Ypen partir. Et il y a même après un passage, qui est le dernier que je vais vous lire du livre, libéré, les Ypen s'installent à Maison-Lafitte, vous avez compris pourquoi, où ils louent une maison. En avril 1944, ils reçoivent la visite d'un agent de l'UGIF, leur annonçant la venue imminente d'Aloïs Brunner, pris d'une soudaine envie de monter à cheval. Hans-Peter a raconté de nombreuses années après cet épisode cauchemardesque. Lutti, donc sa maman, pétrifiée, contrainte de saluer Brunner, ce dernier affable, évoquant son enfance en Hongrie. Il développa à mon père les théories du régime nazi. Les Juifs sont à la racine de tout le mal qui existe dans le monde. Il faut donc à tout prix en débarrasser une fois pour toute l'humanité, et par les méthodes les plus efficaces, sans succomber à la faiblesse. Et malgré tout, il a laissé cette famille en paix. Alors, je termine ce petit passage, encore une fois, comme vous avez compris, il y a beaucoup de choses. Donc, quand il était à la Trappe, Hans-Peter Ypen, frère Jean-Pierre, a découvert, c'est lui qui me l'a raconté, hein, il a découvert dans les livres qu'il avait pris, il était le bibliothécaire de la Trappe, un livre, le Sidour, que sa mère lui avait donné à un certain moment. Un Sidour en allemand et en hébreu, avec la translittération, comme ça se faisait souvent, de quelques prières, dont le Shema. Et à partir de là, il s'est remis à l'hébreu. Il a organisé des groupes d'études qui s'appelaient dans un premier temps le Bet Midrash Hallel, qui s'occupait des psaumes, puis ensuite l'association Naïr, pour enseigner, faire enseigner, parce que ce n'est pas lui qui enseignait, pour enseigner
le judaïsme, la tradition juive, d'abord à des prêtres qui devenaient plus ou moins hébraïsants, et par la suite à des catéchumènes qui se réunissaient une fois par mois et qui continuent si le Covid nous le permet. Alors, je terminerai ce passage, encore une fois, par une anecdote que je ne peux pas ne pas manquer. J'ai reçu en 2008 un téléphone à l'Alliance, puisque nous avions des contacts, et il me dit avec son fort accent allemand, « Monsieur Fall, je vous téléphone pour vous dire au revoir. » Je lui dis « Ah bon, vous quittez la trappe ?» Et il me dit « Non, je fais mourir cette semaine. » Je dis « Comment vous allez mourir ?» Il me dit « Oui, je suis malade, je fais mourir cette semaine. » Alors je commence à discuter avec lui et je lui dis « Mais il y a tant de choses que vous m'aviez promis de m'expliquer, de me dire, ça ne peut pas se passer comme ça. » Et il me répond du tac au tac, « Eh bien écoutez, je suis d'accord, je vais faire encore une fois une transfusion de sang qui va me permettre de vivre une semaine de plus, venez me voir. » Et là, il a raconté toute son histoire et il m'a dit, vous savez, je vous demande une chose. Dans 15 jours, c'est le Yahrzeit de ma mère. J'aimerais qu'on dise Kaddish pour elle. Ce à quoi je lui ai répondu, ne vous en faites pas, mais on pourrait dire Kaddish pour vous aussi. Il a dit, écoutez, non, je ne pense pas qu'on puisse le faire. Je lui ai dit, c'est plus votre problème, c'est le nôtre. Et nous avons fait un office avec le grand rabbin Sirat, avec Pauline Beb, et réuni les amis de frère Jean-Pierre pour dire Kaddish pour sa mère et pour lui. Alors, puisque je parle de l'enterrement de frère Jean-Pierre à la Trappe, revenons pour terminer à Joseph qui est mort en 1878 à Paris. Là, je demande les dernières photos à Madame Rivlin. Il était prévoyant. Il a acquéri en 1872 une concession au cimetière Montparnasse. Il y a fait bâtir la plus grande chapelle funéraire du cimetière. Elle lui correspond bien. Elle est belle, elle est grande, mais elle n'est pas tape à l'œil. C'est la plus grande. Il y a 74 places qui ont été réservées, donc je ne pense pas que ce soit qu'on affiche complet. Quand j'ai été, je ne la connaissais pas, quand j'ai été dimanche pour la photographier, c'est la même chose, j'ai demandé au gardien, écoutez, je voudrais bien voir la vieille chapelle funéraire de la famille Gainsbourg, et évidemment, il m'a envoyé à la tombe de Serge, qui est aussi enterré au cimetière Montparnasse, donc Serge Gainsbourg, à l'opposé de la famille Gainsbourg. Et voilà quel est le voisin de, je ne vais pas dire de palier, mais juste à côté, vraiment à 3 mètres, parce que vous savez que il n'y a pas beaucoup de place et que les tombes sont très proches l'une de l'autre. Voilà le voisin de monsieur de la famille Gainsbourg, Adolphe Crémieux, président de l'Alliance israélite universelle. On pouvait difficilement choisir un meilleur voisin, d'autant plus que les contacts entre la famille Gainsbourg dans ses actions politiques et l'Alliance israélite universelle ont été très nombreux. J'espère vous avoir montré un petit peu, dans les grandes lignes, ce que peut être la transmission qui aboutit parfois à l'assimilation et parfois à l'intégration d'une grande famille juive de ces 2 derniers siècles. Merci. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Vraiment incroyable cette famille, comme tu dis, une dynastie, très très étonnant. Alors je propose qu'on passe directement, si vous voulez bien, qu'on passe directement la parole à Nadine. Et je vous propose, si vous avez des questions, de les mettre de côté et on les posera à la fin des 2 interventions. Donc Nadine, c'est à toi. Bonsoir Nadine, c'est à toi. Ah, il faut que tu mettes ton micro, Nadine.
Bon, c'est bon. Allez. C'est bon là? Oui, oui, content. Très bien. Ok. Tu me dis, Nadine, Donc, quand tu veux Masson que va j'affiche. écoute, tu peux dans 2 minutes, le temps, voilà, dans 2 minutes, tu peux y aller. Je te dis quand tu peux l'afficher. Donc, il y a quelques semaines, quand ma sœur m'a conseillé de lire La splendeur des Brunhoff, j'ai une petite mélodie qui s'est mise en marche dans ma tête et qui m'a rappelé les contes de Babar que je lisais à mes enfants. Mais à aucun moment, je ne pensais avoir le coup de cœur que j'ai eu pour toute la famille. Donc, Janine va nous mettre l'arbre généalogique qui va vous permettre de suivre chaque branche de cette merveilleuse famille que je vais essayer de vous faire aimer autant que je les ai aimés. Donc, La splendeur des Brunhoff retrace l'incroyable histoire d'une famille, d'une tribu talentueuse, d'un clan à la fois bourgeois et bohème, libéral et engagé, qui a su engendrer un éléphant en costume vert et quelques-uns des magazines les plus marquants de ce début du XXe siècle. La journaliste Iseult Williams retrace l'extraordinaire saga d'une famille aux origines germaniques et alsaciennes, venue se fixer à la fin du XIXe siècle, place d'Enfer Rochereau. Dans la famille de Brunhoff, je vais commencer par vous parler du père, Maurice de Brunhoff. C'est un éditeur d'ouvrages à succès, comme Le Tutu, la Bible illustrée par le peintre anglais Tussaud, le catalogue des ballets russes, ou bien encore le catalogue de l'exposition universelle de 1930. Il est marié à Marguerite Meyer et ils ont 4 enfants. Je vais vous lire un petit passage du livre qui situe bien le monde dans lequel ils évoluent en ce début du XXe siècle. Marguerite, aux 4 places d'Enfer Rochereau, reconstitue paisiblement l'Alsace en miniature. À Noël, on chante en chœur sous l'immense sapin illuminé de bougies, dont la cime doit absolument toucher le plafond. En cuisine, où elle donne ses ordres en dialecte alsacien, elle privilégie les plats traditionnels des bords du Rhin, et c'est sans surprise que Marguerite inscrit les garçons à l'école alsacienne 109 rue Notre-Dame-des-Champs. Montparnasse n'est pas encore devenu un centre artistique d'avant-garde. Ce quartier de Paris a même des airs de campagne. Lorsque Jacques et Michel vont jouer au Jardin du Luxembourg, ils longent des champs de blé, des vergers et même quelques vignobles. Dans Plaisance et Vaugirard, on trouve aussi des champignonnières, des terrains maraîchers et rue de l'Ambre, un élevage de vers à soie. Fondée en 1874 par des Alsaciens ayant opté pour la France à la suite de l'annexion allemande, l'école alsacienne s'inspire de la tradition humaniste des nouvelles méthodes pédagogiques du gymnasium allemand. Elle a été créée pour les enfants de familles alsaciennes soucieuses que leur progéniture ne soit pas martyrisée à cause de son accent allemand. À l'époque où les Brunhoff fréquentent l'alsacienne, l'école attire déjà beaucoup d'enfants de toute origine, sans discrimination sociale ni religieuse. La fille aînée, Cosette, donc on va commencer par la gauche, épouse un peu contre l'avis de ses parents Lucien Vogel, fils de l'illustrateur Hermann Vogel, réputé pour être un agitateur marxiste, d'où les réticences familiales. Mais elle a eu raison d'insister. Lucien Vogel débute sa carrière au magazine Art et Décoration, dont il devient très vite, à 22 ans, rédacteur en chef. Puis il crée en 1922 le magazine féminin Le Jardin des Modes et enfin en 1928 le révolutionnaire hebdomadaire Vue, qui accorde une place centrale à la photographie et sera l'ancêtre de Life et de Paris Match, avec comme slogan « Le texte explique, la photo prouve ».
Cosette, son épouse, l'accompagnera, l'épaulera avec talent et conviction dans toutes ses entreprises. Au 13 rue Lafayette, où sont situés les bureaux d'art et décoration, le secrétaire de rédaction de 18 ans découvre son beau-frère sous un jour nouveau. Il n'y a pas de doute, l'esprit révolutionnaire d'Hermann Vogel coule dans ses veines. Lucien veut ouvrir le journal à tous les arts. Pourquoi pas la mode, la photographie et le cinéma? Pour Lucien Vogel, l'art est partout, dans le clair-obscur d'une photographie, le design d'une lampe, la coupe d'une robe, le minimalisme d'un portrait, les dissonances d'un arpège. Comme tout rédacteur en chef, fraîchement nommé, Lucien veut imposer son style. Il faut du sang neuf, n'a-t-il cesse de répéter. Une fois par semaine, Lucien consacre un après-midi entier à recevoir des illustrateurs, des architectes, des décorateurs, des photographes, des écrivains et des peintres débutants. Ce jour-là, c'est le défilé. C'est ainsi qu'en quelques mois, Lucien a engagé un bataillon de talents venus de tous les horizons. Ils reçoivent toutes les fins de semaine dans leur maison de campagne la Faisanderie, artistes, écrivains, hommes politiques, autour d'une table réputée par les talents cuisinières de Cosette. Mais elle est vraiment très très loin de n'être qu'une cuisinière. Dans la grande cuisine entourée d'une nombreuse domesticité, c'est toujours Cosette qui prépare les plats. Parfois, elle improvise, quelquefois avec des restes, des mets totalement improbables, mais toujours esquis. La volcanique Cosette est devenue professeure à l'École des arts décoratifs de Paris. Elle a également monté sa propre agence qui vend des articles de mode pour une multitude de journaux français et américains. Elle vient de donner sa démission à Vogue. Les obligations mondaines ont eu raison de sa patience. Au fond, à part les couturiers qu'elle respecte au plus haut point, elle s'est mise à détester le milieu de la mode. Être à la tête de Vogue signifiait devoir jouer un rôle de composition qui ne lui convenait plus. Depuis qu'elle a rendu son tablier, elle se passionne pour l'art culinaire. Désormais, à la Faisanderie, il faut attendre parfois jusqu'à 16 heures avant de pouvoir se mettre à table, le temps de photographier les dernières créations de Cosette pour les pages gastronomiques du Jardin des Modes. Si les plats sont servis souvent tièdes, la conversation autour de la table, elle, est surchauffée. Donc, vous voyez qu'Hélène Lazareff, avec les fiches cuisine de elle, n'a eu en fait qu'à suivre le chemin déjà tracé par Cosette. Le deuxième fils, Michel, dirigera le Vogue français et deviendra l'arbitre suprême des élégances, faisant collaborer à son journal Colette, Cocteau, Max Jacob, le fabuleux illustrateur Christian Bérard et des photographes comme Man Ray, Lee Miller, Erwin Blumenfeld ou Robert Doisneau. Alors, je vous lis quelque chose concernant l'arbitre des élégances. Depuis qu'il fait la pluie et le beau temps à Vogue, Michel a été affublé par la clique du surnom un peu pompeux de l'arbitre suprême des élégances. Convié à toutes leurs fêtes, c'est à son corps défendant que Michel est devenu l'incarnation du mondain parisien. Cette image d'esthète, un tantinet snob qui lui a longtemps collé à la peau, a le don d'agacer sa fille Marion de Brunoff. D'après elle, c'est Raoult ou sa mère Marcel refusait de l'accompagner, le fatiguait plus qu'autre chose. Heureusement, il y retrouvait les artistes qui travaillaient pour Vogue, comme Jean Cocteau, Colette, Man Ray, Loulou de Vilmorin, Salvatore Dali, Pablo Picasso. Dad n'a jamais aimé les snobs. Papa était en apparence très bourgeois, mais au fond, il était très à gauche. Et je vais terminer donc par le quatrième fils de la famille, le petit dernier, Jean de Brunoff. Peintre doué, mais de santé très fragile, il est tuberculeux. Il est marié à une merveilleuse pianiste, Cécile Saboureau,
Et en 1930, ils sont parents de 2 petits garçons de 3 et 4 ans. Cet été 1930, la famille passe l'été à Chamonix sur les conseils de ses médecins. Et au cours du voyage du retour, leur petit garçon Mathieu fait une indigestion de pâte d'amande. Il est très très malade et pour le consoler, sa maman Cécile monte dans la chambre des enfants et se lance dans le récit d'une aventure d'un petit éléphant poursuivi par des chasseurs qui va se réfugier dans une ville où il rencontre une vieille dame qui lui offre un costume vert. Le lendemain matin, les enfants réclament la suite de l'histoire et c'est leur père, Jean, qui prend le relais en illustrant une puis plusieurs scènes. Les enfants sont éblouis, ravis et le supplient de continuer. Durant tout le mois de septembre, chaque après-midi, Laurent et Mathieu passent un moment dans l'atelier de leur père qui les écoute attentivement et change de couleur ou de personnage lorsque cela ne leur plaît pas. À la fin du mois d'octobre, lorsque Michel rend visite à Jean, à Chézy, le carnet à spirale s'est transformé en livre pour enfants. L'éléphant n'a toujours pas de nom, les animaux ne sont pas tous colorisés, mais la dramaturgie est posée. Michel est totalement emballé. Le texte en lettres cursives, comme dans un cahier d'écolier, est charmant. La jungle, le troupeau d'éléphants, l'orphelin perdu dans la grande ville, le tout est rendu avec une grâce et une poésie dignes de Bonnard. Michel de Brunoff et Lucien Vogel décident de publier eux-mêmes les aventures de Babar. Les nouveaux Don Quichotte de l'édition enfantine ont programmé la sortie du livre pour le début du mois de décembre, juste après la fin de l'exposition coloniale. Ils se sont bien renseignés auprès de leurs collègues de chez Hachette. La période des fêtes de Noël est idéale pour commercialiser un livre pour enfants. Ils ont déjà des idées très précises sur l'impression, le format, le papier et le prix de vente. Michel et Lucien ont pour projet de mettre au service de Babar les mêmes moyens techniques que ceux utilisés pour un magazine de mode de luxe. Ils ont opté pour un grand format aux doubles pages illustrées. Ils veulent faire respirer les images en laissant beaucoup de blanc autour des illustrations, comme dans une photo de mode. Ils ont également décidé de garder l'écriture cursive imaginée par Jean, comme dans un cahier d'écolier. Les illustrations de Jean, tracées à l'encre de Chine, puis colorées par de riches aplats d'aquarelle, sont éclatantes et lumineuses. Jusqu'à présent, les albums pour la jeunesse étaient de petite taille et les images ressemblaient plutôt à des vignettes. Malheureusement, l'état de santé de Jean de Brunoff se dégrade très vite et après avoir pu décorer la nurserie de la première classe du paquebot Normandie, il s'éteint en 1937. Le même jour, on enterre Paul Vaillant-Couturier, fondateur du Parti communiste français, qui venait d'épouser dans le plus grand secret Marie-Claude Vogel. Alors, vous retournez à gauche, Marie-Claude Vogel est la fille aînée donc, de Cosette Brunoff et Lucien Vogel. Depuis quelques années, Marie-Claude collabore au magazine de son oncle Michel, Vogue. Au début comme modèle, elle est ravissante, puis très vite elle découvre la photographie et devient reporter. En 1933, elle part en Allemagne et réussira à prendre des photos du camp de Dachau, permettant au journal Vue de publier les premières images d'un camp de concentration. Militante avant la guerre de l'association communiste Les Jeunes Filles de France, résistante à la première heure, elle sera arrêtée en 1943 par la police de Pétain, déportée à Auschwitz, puis à Ravensbrück. À la libération du camp, elle restera pour aider au rapatriement des survivants. En 1946, lors du procès de Nuremberg, face aux dignitaires nazis, la future députée communiste
témoignent de l'indicible. Regardez-moi, car à travers mes yeux, ce sont des centaines et milliers d'yeux qui vous regardent, et par ma voix, ce sont des centaines et milliers de voix qui vous accusent. Si pendant la Seconde Guerre mondiale, le milieu de la mode a pu s'adapter à l'occupation allemande, l'exemple de Coco Chanel installé au Ritz est le plus marquant, Lucien Vogel, lui, sera déchu de la nationalité française et réussira in extremis à s'enfuir à New York avec Cosette. Michel de Brunoff, lui, doit fermer Vogue après avoir refusé la proposition d'Eugène Schuller, le fondateur de L'Oréal, de devenir directeur artistique d'une corporation d'éditeurs français contrôlée par Vichy. Il va fabriquer de faux papiers pour ses employés juifs et publier 4 albums de mode sans la permission de l'occupant. Son fils Pascal, 20 ans, membre du groupe de résistance du lycée Stanislas, prend le maquis en 1943 et sera fusillé quelques jours plus tard avec 55 autres adolescents. En 1947, dans le premier numéro de Vogue paru juste après la Libération, Michel de Brunoff remuera terre et ciel pour rendre un dernier hommage à son ami Max Jacob, mort en 1944 à Drancy. L'arbitre des élégances découvrira après la guerre le photographe Guy Bourdin. Il convaincra Christian Dior de devenir couturier alors qu'il était décorateur et encouragera Yves Saint-Laurent, qui à 17 ans lui envoya ses premiers croquis, à suivre des cours à la chambre syndicale de couture et à travailler avec Christian Dior. Iseult Williams, l'auteur du livre, a été directrice de la rédaction de Marie-Claire et de Grazia. Et elle sait ce que le monde de la presse doit à cette famille. Et avec talent, elle a fait défiler page après page toute une partie de la vie éditoriale, artistique, politique de la première partie du XXe siècle. Voilà, j'ai terminé. Je voulais juste un clin d'œil à Jean-Jacques, lui dire que moi aussi, j'ai été chercher sur Wikipédia un peu de généalogie et sans trop de surprise, j'ai trouvé un arrière-grand-père juif à toute cette famille-là. Il s'appelle Salomon von Haber et il avait une maîtresse qui s'appelait Ida de Brunoff, donc la maman de Maurice de Brunoff. Il s'est converti ainsi que ses frères, c'était des juifs allemands, au début du XVIIIe siècle à la religion protestante. Que je peux intervenir, madame? Oui, tu peux. Pour répondre à Nadine, que je remercie beaucoup pour la clarté de son exposé et la brièveté par rapport au mien, mais je suis étonné, et c'est probablement pas dans le livre dont tu nous parles, il y a toute une branche juive, mais très juive, aujourd'hui dans la famille de Brunoff. Alors, écoute, je t'écoute parce que moi, je les ai cherchés. Si tu regardes ton schéma, oui. Il faut savoir que Mathieu de Brunoff, donc, qui est à droite, hein, oui, le qui petit-fils, qui est pédiatre, et c'est lui qui a raconté comment l'histoire de Babar a pris naissance. Oui, absolument, mais à part ça, il a épousé Madame Simone Blum, qui est la petite-fille du rabbin Félix Blum, et la fille de monsieur, il faut bien faire attention parce que ce n'est pas le même, Léon Blum, qui était aussi médecin, mais ça n'avait rien à voir avec Léon Blum, mais donc c'est la petite-fille du rabbin Félix Blum et la sœur du professeur Étienne-Émile Beaulieu. Donc, en pleine, une vraie famille juive, et les enfants, les petits-enfants sont, d'après la halakha, juifs aujourd'hui. Par contre, Thierry de Brunoff, qui est donc le 3e des enfants de Jean de Brunoff, qui est un pianiste talentueux,
est rentré dans les ordres il y a 40 ans, en fait. Tu vois, on retrouve des choses qui nous rappellent l'exposé sur la famille Gainsbourg, où on a à la fois un trappiste et des gens qui sont impliqués dans la communauté, mais la famille de Brunoff est aujourd'hui en grande partie juive. Je ne savais pas. Tu vois, je découvre. C'est ce qui est étonnant, c'est pas que tu le saches pas, c'est qu'on n'en parle pas dans le livre en question. Absolument pas, absolument pas. Ce qui m'a donné un peu l'idée d'aller chercher, c'est que les deux beaux-frères, Lucien Vogel et Michel de Brunoff, avaient un rapport avec les artistes avec lesquels ils collaboraient qui était absolument extraordinaire. Ils voulaient faire connaître leur talent, bien sûr, mais ils les aidaient à manger au quotidien. Et Marion de Brunoff raconte qu'un jour, elle était chez elle à la maison, on sonne à la porte et elle voit arriver un peintre vraiment sans le sou, avec un petit mot de son père, qui dit il va repeindre le plafond de la salle à manger, il va faire... on appelle ça enfin, il va peindre. Et en fait, c'est la manière de donner la tzedaka la plus intelligente, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu lui donner une enveloppe, il lui a donné un travail. Et il paraît qu'un des héritiers de Brunoff habite toujours cet appartement avec cette magnifique fresque au plafond. Je ne suis pas sûr que Lizou sera d'accord, mais ça explique que il a tellement de qualités, c'est sûrement parce qu'il est alsacien. Ça doit être ça aussi. Ça doit être ça aussi. Certainement. Mais c'est vrai que c'est une famille où chacun de ses membres était extrêmement talentueux, extrêmement enthousiaste. Et on a envie à chaque page de lire ce qui a été écrit parce qu'ils étaient extrêmement talentueux, on va dire. Et des gens bien, on dirait des mensch, ils se sont toujours conduits d'une manière impeccable. Il y a quand même une petite phrase au tout début du livre qui quand même donne une spécificité à cette famille. Et quand Jean s'en va, il écrit, je crois, à sa maman et il lui dit « La vue de mes camarades m'oblige à me regarder moi-même et tout ce que j'ai reçu. Le gîte, le pain de chaque jour, l'école si longtemps, une famille de bonne naissance et des parents qui m'aiment. Alors, quand je regarde tout cela, c'est un flot de reconnaissance qui monte en moi, attristé par la pensée que tant d'autres n'ont pas pu jouir comme moi de tout ce bonheur. » Et je crois que c'est spécifique quand même à cette grande famille. C'est un beau démarrage dans la vie. C'est une grande famille très enthousiaste, mais où il y a cette notion d'entraide avec la chance d'avoir à la base l'amour de la culture, parce qu'on va voir que c'est très hétéroclite. Il y a aussi bien la musique, avec ses professeurs de piano, il y a beaucoup la peinture avec tous ses amis, avec Picasso, il y a pléthore d'aspects culturels qui est mélangé dans ce livre, et c'est une famille qui, lors de son démarrage, a cette chance de vivre comme ça. Je crois que c'était pas négligeable non plus à le souligner. Bonjour, je voudrais me permettre d'intervenir par rapport à la famille de Brunoff. Nicole Lévy, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Oui, très bien, oui. Voilà, je me permets de témoigner, en fait, parce que je connais très bien Mathieu. Je n'entends pas, moi. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà. Donc, en fait, j'entends très mal, très haché. Voilà. Donc, en fait, je me permets de témoigner parce que je connais très bien Mathieu de Brunoff, qui a été le pédiatre de mon fils et qui est un ami puisque je suis pédiatre aussi et qu'on travaille dans le même groupe. Et donc, moi, je suis originaire d'Alsace et pendant le confinement, j'ai un petit peu retracé l'histoire de ma famille et je suis tombée sur les Juifs de Fegersheim. Et là, j'ai découvert que Suzanne, que j'ai connue, sa femme, était de Fegersheim et toute l'histoire de la famille, et je trouve ça quand même très, très troublant et très, très intéressant. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à approfondir, puisque dans la descendance aussi, il y a aussi, j'ai oublié son nom, Monsieur Payon, qui a été ministre de l'Éducation nationale, qui
qui est aussi un descendant de la famille Bloom de Fegersheim. Oui, qui est un neveu du professeur Beaulieu. Voilà, c'est ça. Et j'ai eu Oui, lien oui. récemment avec M. Beaulieu également. Oui. Mais Mathieu est au courant de ce livre-là dont vous parlez? Oui, puisqu'il y a une photo de lui. Oui, bien sûr, non seulement il est au courant, mais c'est grâce au témoignage de Mathieu et de Marion qu'elle a Marion, c'est qui? qui a témoigné sur l'origine de ce conte de Babar. Babar qui, en plus, avait bercé par sa maman. Alors, elle n'avait pas l'habitude de leur raconter des histoires. Et c'était très surprenant parce que dans le cabinet de Mathieu, dans le cabinet de pédiatrie de Mathieu, il n'y avait aucune affiche, aucun livre de Babar, ce qui m'a toujours beaucoup surpris. Je dis dans le cabinet de Mathieu de Brunhoff, quand il exerçait encore comme pédiatre, c'était surprenant parce qu'il n'y avait aucune affiche ni aucun livre de Babar. Une toute petite question. Qui est le peintre qui a peint le plafond? Vous avez dit celui à qui on a fait la tzedaka de repeindre le plafond. Pas son nom. On n'a pas son nom, on a juste l'anecdote. Ah d'accord. Mais c'était un artiste, c'était un de ces artistes. Oui. Merci. Mais le livre est d'une immense richesse parce que. Et quel est le personnage qui t'a le plus ému? Tous tous ceux qui ont collaboré, par contre, sont cités et c'est extrêmement impressionnant. Oui, mais je ne sais pas, j'ai un problème de. J'entends très très peu les interventions. Oui, je posais la question. Peut-être essayer de me. Je demandais quel était le personnage qui t'a le plus. Sur le téléphone, ça sera. Non, je vais aller sur le téléphone en 4G, ça va aller mieux. Il y a une question que je poserais, c'est Wikipédia, vous pouvez toujours intervenir pour compléter? C'est-à-dire? Mais Wikipédia, c'est un document, tout le monde peut compléter le document. Oui, on peut le mettre à jour, je crois. Oui, on peut le mettre à jour. Oui, oui, oui. Ça vaut peut-être la peine. Oui. Voilà, je vous entends maintenant. Sur l'iPad, j'avais une très mauvaise connexion. Voilà, c'est bien. Alors, Oui, là, Micheline c'est beaucoup demandait mieux. quel était le personnage qui t'avait le plus touché Dans cette fratrie. Dans toute cette fratrie, je pense que. Entre Maïko, Jean, Mathieu, Michel et puis Lucien Vogel, quoi. Écoute, certainement Jean, parce que c'était le plus discret des trois frères. Mais comme toi, j'ai été séduite par les échanges, les lettres qu'il a envoyées à sa mère. Il était d'une sensibilité, d'une délicatesse tout à fait incroyable. Enfin, pas incroyable, mais vraiment à noter. En tous les cas, et c'est une délicatesse qu'on retrouve dans Babar parce que c'est un personnage tellement attachant, tout en rondeur, tout en douceur. Et je trouve que ça lui ressemble beaucoup. Maintenant, dans le talent de la famille, une autre chose qui m'avait marquée, c'est que pendant la guerre de 14, Michel va écrire à sa famille. Oui. Et pour passer la censure, en fait, parce qu'on n'avait pas le droit de dire certaines choses, et ils étaient tous pacifistes et horrifiés par cette guerre de 14, il va envoyer des lettres entières à sa petite nièce Maïko, Marie-Claude, qui vient de naître, et il va les envoyer sous forme de bande dessinée. C'est-à-dire qu'ils ont tous un bon coup de crayon, on va dire. Il va dessiner, on a d'ailleurs dans le livre un petit extrait, et il va faire il envoie chaque semaine un dessin à noter, et ça s'appelle, voilà, l'histoire de Monsieur Duglingue, et c'est une petite bande dessinée dans laquelle va s'inscrire après son frère en faisant Babar, en fait. Donc, c'est vraiment un talent familial. C'est vrai. Et puis, ce qui est très agréable aussi, c'est qu'il n'y a pas de course à l'argent dans cette famille. Il y a tout à fait l'idéal qui les habite et je trouve ça sain.
il y a une grande entraide qui me Une immense solidarité, tout à fait. qui me fait penser à une grande famille juive. Bon, ça n'est pas le cas, mais Ouais. une notion d'entraide et de grande famille m'a beaucoup plu. C'est les réunions familiales, les dîners, le fait de prendre soin les uns des autres. Quand Jean va mourir, c'est le frère qui va s'occuper de sa femme et de la veuve et de ses petits-neveux. Il y a une prédominance de cette entraide qui est très bien décrite. Et pour en revenir au livre de la grande famille russe, j'ai adoré votre exposition, Monsieur Val, votre exposition du livre. Et j'ai écouté Lorraine Demeaux qui affirme n'avoir eu, paraît-il, n'avoir aucun lien de famille. Parce qu'on le soupçonne, on se demande si elle les connaît, mais elle affirme n'avoir aucun lien de famille avec les Gunsberg. Donc, je pense que c'est son côté historienne et cette qualité qu'elle a de vouloir travailler, parce qu'elle dit qu'elle a eu elle a pu travailler sur plus de 2000 dossiers en allant à l'Ermitage et que c'était de la manne qui tombait du ciel parce qu'il y avait énormément d'archives sur cette famille. C'était quelque chose Est-ce exact, Monsieur Val? Écoutez, moi, premièrement, je ne peux pas témoigner pour elle, mais je la crois, elle a l'air très… Parce que vraiment, ce n'est pas quelqu'un qui se met en avant, mais ce qui est certain et qui est impressionnant, c'est la bibliographie, justement, où elle montre toutes les archives qu'elle a pu trouver un peu partout. Il n'y a pas qu'en Russie, mais aussi en Amérique, en France. Donc, elle a fait un travail absolument exceptionnel. Et ce qui me confirme, elle le dit, et encore une fois, il n'y a aucune raison de ne pas le croire, ce qui me confirme dans le fait qu'elle n'a pas du tout de lien avec le judaïsme, c'est que c'est le seul sujet, à ma connaissance, qu'elle a enseigné et sur lequel elle a écrit, qui a un thème juif. Tout le reste, ce sont des choses russes en règle générale. Alors, c'est d'autant plus admirable qu'elle cite énormément de rabbins, bien sûr, mais aussi de termes yiddish ou hébraïques, et c'est absolument invraisemblable de précision. Alors, il y a peut-être, donnons-lui aussi ce crédit, à la fin, quand elle remercie les gens qui ont participé à l'ouvrage, elle remercie le grand rabbin de France, Chaim Corsia, pour sa relecture, donc on est tranquille de ce côté-là. Mais c'est aussi une petite anecdote qui est intéressante, comme il faut toujours se méfier des choses. À la fin, visiblement, comme souvent, le travail d'indexation n'a pas été fait par l'auteur. Et l'Alliance israélite universelle qu'elle cite de très très nombreuses fois dans le livre est transformée en Alliance israélite internationale. C'est le genre de choses qu'on recopie de chercheur en chercheur, mais c'est comme ça. En tous les cas, elle a un très grand respect pour la tradition juive et pour cette famille qui est très attachée à ses liens religieux. Elle le dit, c'est assez agréable de l'entendre parler là-dessus. Voilà. Très bien. On a eu 2 très beaux livres, excellemment riches, et je crois que le côté positif d'une soirée de lecture, c'est que même quand on n'a pas envie de finir un livre, voilà, au début de Bruneuve, je ne sais pas si vous aviez été très enthousiaste à la lecture au tout début, mais le fait qu'on en parle, je me suis dit, il faut aller jusqu'au bout, et j'ai trouvé, on a bien fait d'aller jusqu'au bout. Merci. Ouais, c'est un autre avantage, j'ajouterais que le livre Le pavé de Madame, que j'avais entendu présenter dans une des très très rares conférences qu'elle a données. Il y en a 2 ou 3, il y a eu un interview sur Acadème, elle a donné, paraît-il, une conférence, mais il n'y a aucune trace, aux amis d'Odessa. Oui, je vais écouter ça, oui, c'est ce que j'ai écouté. Et moi j'ai écouté celle où elle a présenté le livre à l'ENIO, à l'Alliance, et je lui ai demandé à ce moment-là
de venir nous la présenter. Elle m'a dit un oui qui n'a pas été suivi de beaucoup d'effets parce que Janine a essayé de l'inviter. Alors, absolument, j'ai essayé Donc, de la l'avantage, contacter. par rapport à ce que vous avez dit pour donner envie de lire un livre jusqu'au bout, c'est que j'avais mis ce livre sur ma bibliothèque, je l'avais feuilleté, mais là, j'ai été obligé de le lire. Et je peux témoigner que Jean-Jacques a beaucoup travaillé, mais il m'a dit que ça l'avait passionné comme travail de recherche. En tous les cas, je crois qu'on a entendu La vérité, c'est que j'avais l'intention de l'emmener en Israël, où j'ai été en bidoud pendant 2 semaines. Je me suis dit, c'est vraiment l'occasion de le lire. Mais il est tellement lourd. Exactement. C'est quoi ça fait le bagage. Bon. Ben, en tous les cas, merci tous les deux pour vos exposés qui étaient passionnants, documentés. Je crois qu'on avait prévu plus ou moins un débat sur assimilation, vu l'heure. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je ne suis pas sûre. Attendez, une seconde, j'arrête mon téléphone. Je crois qu'on peut. Enfin, je pense que vous êtes d'accord, vu l'heure, que on ne va pas continuer par un débat. Non, il n'y a pas d'amateur. Bon, alors je crois qu'on ne peut pas vous donner une prochaine date. Pardon, Sylvie, de t'avoir pris la parole. Mais par contre, Sylvie a une idée sur un thème. Si tu veux bien reprendre la parole sur le thème que tu avais suggéré. La date, on la verra entre nous et on vous la proposera. Ce sera au trimestre prochain, bien évidemment. Alors, Sylvie avait une idée sur le… Ah non, il y avait Daniel Chrono qui devait nous parler de Catherine Charlier. C'est ça, exactement. Daniel, tu es toujours d'accord? Je ne sais pas s'il est encore là. Non, je ne sais pas. C'est assez dommage qu'on n'ait pas pu plus parler parce que les 2 livres étaient extrêmement intéressants. Et encore une fois, avec une foison de questions à poser ou à pouvoir en parler, n'est-ce pas? Micheline, tu voudrais? Ah non, là, c'est après vous, je passe. Non, mais c'était tellement agréable de vous entendre, c'était très bien et chaque livre aurait pu faire à lui seul l'objet d'une réunion toute seule pour pouvoir en discuter après. C'était ça l'intérêt, je pense. Oui. On peut faire une autre réunion pour en discuter. Moi, je pense qu'on peut… Vous voulez? Voilà, c'est ce que j'allais… Judith, tu n'as pas l'air d'accord. Non, Judith. Je trouve que ce ferait du réchauffer. Oui, absolument. Moi, je suis d'accord, absolument. Il ne faut pas le faire. Non, il ne faut pas le faire. C'était très bien. Bon, mais c'était très bien, vraiment très bien. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, Daniel est là. Voilà, je reviens. C'est OK, oui. On prévoit un 2e livre, Sylvie? Pardon? Daniel? On va voir comment on organise la prochaine séance. En tout cas, merci beaucoup. Bon, tu nous tiens au courant. Oui, bien sûr. Merci beaucoup Jean-Jacques, merci beaucoup Nadine. C'était vraiment très intéressant. Chaque histoire dans son genre, mais on voit quand même, quand il y a des questions comme ça de transmission et des grandes familles, on voit qu'il y a quand même des modes communs. Autour des relations familiales, autour du travail, autour de… Voilà, on parlait un moment de la tzedaka. On voit quand même ces éléments qui transparaissent. En tout cas, merci beaucoup d'être venu à ce club lecture. Et donc, le prochain, je pense, ce sera l'année prochaine. Voilà. Alors, très bien. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach à tous. Hanouka Sameach. Bonne